Isabelle Vahar, c'est mon nom, c'est aussi le nom de mon père, ce nom que j'ai gardé envers et contre tout, malgré ma situation matrimoniale. Pourquoi avoir gardé le nom de son père et avoir tenu autant à ce qu'il figure partout sur mon état civil et qu'il soit même transmis à mes enfants? C'est parce que c'est un nom qui avait besoin d'une grande lessive, et je me suis employée toute ma vie à faire cette lessive, dans le sens où c'est le nom de mon père qui était légionnaire tortionnaire, légionnaire qui est allé bien au-delà de son devoir de soldat et qui a fait en sorte que parmi les piliers de l'éducation qu'il pouvait donner à ses deux enfants, c'était un qui devait prédominer, c'est-à-dire la haine de l'autre. Donc j'ai été élevée dans la haine de l'autre. Et donc ce nom-là, il fallait faire quelque chose de ma vie pour pouvoir le rendre beau et qu'il perde justement tout ce côté sanguinaire, discriminatoire, raciste, etc. C'est un livre donc qui va m'aider à faire ce travail-là. Donc La petite fille de Mostaganem, qui est publié chez l'Harmattan, et qui en plus a eu le bonheur, en ce qui me concerne, d'être préfacé par Henri Alleg. Mais j'expliquerai tout à l'heure un peu cette histoire qui fait que Henri Alleg a mis sa plume ici sur cette petite fille qu'on voit ici sur la plage Sablette à Mostaganem. La guerre d'Algérie, c'est quelque chose qui est complètement inhérent dans ma vie. C'est vraiment du quotidien. Pourquoi ? Parce que, sans être témoin direct, j'ai quand même passé ces années-là enfant, que ce soit à Mostaganem, que ce soit à Arzeu, que ce soit à Djel, que ce soit à Saïda, un petit peu tout ce qui est dans le lieu de l'Oranais. Et je la découvre parce que à 8-9 ans, je trouve dans une armoire de chez mes parents une boîte à chaussures dans laquelle il y a des photos qui montrent les scènes de torture auxquelles mon père a activement participé. C'est un drame pour une petite fille, d'autant plus qu'à l'époque on n'a pas les outils pour comprendre ce qui se passe, ce que j'ai aujourd'hui moi et que je n'avais pas à cette époque-là. Donc c'est une blessure, et c'est une blessure qui se cicatrise en mars 2002 quand je rencontre 3-4 personnes importantes, et parmi elles Jean-Luc Einaudi et Henri Alleg, qui vont m'encourager à écrire mon histoire, et c'est ce que je fais. Et on peut dire que depuis mars 2002, qui correspond au 40e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, c'est une histoire qui, à mon avis, devait être close. Je suis Isabelle Vahar. Je suis à l'heure actuelle toujours enseignante et je fais beaucoup de recherches historiques, et notamment sur la Deuxième Guerre mondiale et bien entendu la guerre d'Algérie, puisque elle fait partie de mon histoire, mais je pense qu'on le verra par la suite. L'idée, je ne l'ai pas eue jusqu'avant. Pourquoi ? Parce que j'étais dans une situation de telle douleur et de telle honte, c'est surtout de honte par rapport à mon histoire, par rapport à celle de mon père, que je n'aurais même pas pensé une seconde avoir la légitimité de pouvoir la rendre publique. C'est vrai que la démarche de Jean-Luc Einaudi a été suffisamment forte, suffisamment émouvante aussi, pour que je me mette à l'écriture de ce livre. Au départ, je voulais le faire sous forme de témoignage, comme pour beaucoup de gens quand ils ont quelque chose à expliquer. Et pour moi, c'était trop difficile. C'était impossible que je puisse le faire sous forme de témoignage. Et donc, j'ai prêté ma voix à une héroïne. Mais même si le livre est écrit sous forme de roman, c'est un roman autobiographique, réel à 98%. Les 2%, c'est juste des petites choses pour que ce soit à peu près compréhensible dans la chronologie et que le lecteur ne se perde pas. Et c'est un moyen de me mettre à distance, puisque j'ai passé beaucoup de temps à pleurer dans l'écriture de ce livre, quand bien même que c'était une histoire en apparence fictionnelle, mais qui est mes âges à développer cette force que j'ai aujourd'hui.
parce que le point de rupture terrible, absolument terrible, c'est le fameux jour où je vous passe les détails, où j'ai découvert dans une boîte à photos des photos de mon père dans la torture et dans cette gestuelle de satisfaction, de fierté, c'est surtout de fierté, c'est ça qui m'avait frappé. Et au musée, j'ai retrouvé deux photos. Il faut signaler aussi que votre père, il a fait la guerre d'Indochine, justement. Il faut le préciser. Il est revenu avec des séquelles de cette guerre vers la guerre d'Algérie. Absolument. Donc, pour juste effectivement rappeler aux téléspectateurs, donc je suis la fille d'un légionnaire tortionnaire qui a participé amplement à la torture en Algérie, qui en a assuré la légitimité, qui l'a plus que confirmé, qui est mort en disant « je n'en ai pas massacré assez », ça veut tout dire, et qui a aussi été décoré par la Légion d'honneur pour fait de guerre. Donc, quelque part, c'est vraiment la consécration totale d'une démarche assumée de bout en bout. Et donc moi, on m'a imposé cela, et c'est pour ça que c'était extrêmement douloureux, extrêmement compliqué de sortir de tout ça. Et donc avec cette personnalité potentielle et avec cette créativité, pas à pas, en fonction aussi de l'âge, parce qu'à 8 ans, 9 ans, on est comme ça, à 12, 13, on est aussi. Et cette histoire de photo qui a existé et qui a existé d'une manière majeure dans cette scénographie familiale a été vraiment le point de départ qui m'a conduit ici aujourd'hui. Ce qui fait que quand j'ai eu un âge un peu plus de réflexion, même si j'étais pourtant vraiment précoce, d'autant plus que je savais lire à 4 ans et demi. Donc j'ai écrit une lettre effectivement à mon père que j'ai placée sous l'essuie-glace de la voiture et à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Et pire, quelque temps après, en concert, deux concerts comme on dit, ma mère et mon père ont affirmé que cette boîte de photos n'avait jamais existé et que j'étais une menteuse. D'accord. Et comment on peut approuver que votre père, il a torturé la boîte, cette boîte, elle n'existe plus. Comment on peut... La boîte magique. Alors, oui, elle a disparu par la suite. Moi, quand je dis magique, c'est des bonnes choses. Ouais. Ça c'est pas. En plus, c'est un terme que j'emploie souvent, et notamment pour le téléphone, parce que c'est des boîtes magiques. On la voit justement sur. Des boîtes magiques. Ouais. Non, c'est pas. Non, c'est pas cette boîte. C'est une illustration. Oui, mais c'est pas. Non. Ouais. Moi, quand j'utilise, parce que je suis un peu dans le milieu des fées et tout ça, là, même quand il y a une boîte magique, c'est beau. Là, c'est pas du tout une boîte à magique. C'est une boîte. C'était une boîte de. À chaussures, voilà. Donc tout était dedans. D'accord. Alors, c'est deux plans. Le premier, c'est l'enfant qui analyse avec ses outils d'enfant. Le premier champ, donc, c'est la prise de conscience dramatique que des parents qui normalement doivent être dans l'exemplarité sont en fait des porteurs d'un mensonge. Ça, c'est le premier plan d'analyse. Et après, beaucoup plus tard, et aujourd'hui, évidemment, c'est tout simplement, très clairement, d'une manière crue, le déni de l'histoire. Donc, en disant que la boîte à chaussures n'existait pas, c'est comme si on pouvait dire, et c'est comme ça que ça a été porté, je pense, et pensé par mes parents à l'époque, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de torture, il n'y a jamais eu d'histoire avec la guerre d'Algérie, tout ça, ça n'existe pas. Donc on était à la fois dans un déni affectif de mensonges, et c'était pas un rêve de venir en Algérie. C'était pas un rêve d'aller à Mostaganem. C'est comme je disais l'autre jour, moi mon rêve par exemple, c'est de me promener toute seule avec un éléphant. Wow. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un rêve. Ça se passe au désert. Ça c'est un rêve. Pas en ville. C'est un rêve parce que celui avec le chameau est déjà fait puisque je l'ai fait au Niger, toute seule. D'accord. Toute seule avec des bergers, toute seule. D'accord. Ça, avec un chameau. Ça c'est un rêve. Or, venir en Algérie, c'est pas un rêve. C'est le cœur de cible d'un accomplissement. Voilà. Qui ne pouvait pas être de mon initiative. C'est pour ça que j'ai eu plein d'invitations pour venir en Algérie, mais je ne sais pas combien. Et j'ai refusé. Parce que je ne voulais pas que ce soit quelque chose qui soit trop dans l'intimisme, parce que j'avais peur que ce ne soit pas assez
pris en compte justement cet accomplissement sur cette dénonciation de l'histoire, sur mon engagement et tout. Donc voilà. Alors, je dois parler que de Mostaganem, mais je n'ai pas le droit de parler d'Alger, parce que quand même les moments forts, ça a commencé déjà au consulat et avec dans non à Créteil, voilà, déjà Créteil, au consulat dans des conditions oublié, extrêmes, mais vraiment extrêmes. Imaginez-vous que le consulat est fermé le lundi et qu'il a ouvert exclusivement pour moi. Et déjà pour commencer, il y a eu déjà quelque chose de symbolique et de fort, et d'autant plus que mon visa il est délivré pour 1 an. Et le vice-consul m'a dit, comme s'il avait eu quelque chose de prémonitoire, en me disant, je suis sûre que vous allez revenir en Algérie. Déjà, ça a commencé comme ça. Et après, il y a eu évidemment tous ces préparatifs en catastrophe, parce que j'ai pas du tout l'habitude. Moi, je suis organisée, voilà. Il fallait tout faire en 72 heures. D'autant plus que je sortais du train de Lyon où j'étais en enquête historique pendant plusieurs jours et j'arrivais tout de suite pour travailler et sauter dans l'avion pour venir chez vous. Alors déjà le moment fort, ça commence comme ça. Ça commence aussi à l'aéroport où on a déjà eu un débat sur la colonisation avec le douanier et la police. Déjà Alger, arrivé à Alger. Alger, oui, bien sûr. Déjà ça a commencé fort. Voilà. Et puis après, il y a tout ce que vous devez absolument savoir, et j'insiste là-dessus. C'est plus que de la surprise, c'est plus que de l'étonnement, c'est l'investissement de toutes les personnes ici en Algérie pour pouvoir m'accueillir. Et ma grande frayeur intérieure, je peux vraiment dire que j'ai été à un certain moment pétrifiée. Ça, c'est de l'émotion, c'est un moment fort aussi. C'est de me dire, est-ce que je vais être à la hauteur de cet accueil? Est-ce que je vais être digne de cet accueil? Tout le temps, je me suis demandé. Ce qui fait que tout a été traversé par l'émotion. Et jusqu'à hier matin, j'avais le bas des cils en dessous qui me brûlait parce que j'arrête pas de pleurer. Depuis que je suis là, j'arrête pas de pleurer et on va dire le moment fort qui peut chapeauter tous les autres, même si je parlerai après très vite d'Alger et un peu plus sur Mostaganem, certes, c'est l'hymne national, qu'on me joue l'hymne national. Donc à Alger, ça a été la première fois. Donc le soir, je suis allée sur mon ordinateur, je suis allée chercher les paroles pour savoir ce que les gens chantaient. Vous pouvez nous dire un petit passage de l'hymne national. L'hymne national. Les 3 mots phares, témoigner, témoigner, témoigner. Vous pouvez nous dire en arabe? Non, mais je vais l'apprendre phonétiquement. Fashhadou, fashhadou, fashhadou. En rentrant, je vais trouver quelqu'un qui me l'apprenne phonétiquement. Donc, il faut que je l'écrive. Mais déjà, de savoir les paroles. Témoigner, témoigner, témoigner. Ça veut dire que lorsqu'il y a eu le phrasé musical de l'hymne à Mostaganem, je pouvais reconnaître les 3 mots témoigner, témoigner, témoigner. Voilà. Ça, pour moi, c'est les moments. Mais rien que d'en parler, voilà, ça me. Il y a l'université de Bouzaréa, comment ça s'est passé? Alors, bon, je ne sais même pas par quoi commencer. Déjà, tous ces moments d'accueil dans ces petits salons, ces salons intermédiaires, comme si c'était un sas dans le crescendo de la relation humaine. Il y a quelque chose de symbolique. C'est petit, on est dans les fauteuils, il y a le thé, il y a les pâtisseries, il y a les gens qui s'occupent de vous, etc. Comme si on allait préparer quelque espèce de scénographie d'accueil. Après, quand on rentre dans la grande salle, et la grande salle à Alger, quand on est rentré, moi j'étais terrorisée quand j'ai vu toutes les caméras en me disant mais je suis désolée, une petite chose, même si tout le monde me dit que je suis pas une petite chose, t'empêche, j'en suis une quand même. Et donc, d'être accueillie par le recteur avec une attention. Moi, je pense que j'ai noué des relations qui vont perdurer, je pense, ici. Donc, ça a été un grand moment fort. Isabelle Bahar, c'est mon nom, c'est aussi le nom de mon père. Ce nom que j'ai gardé envers et contre tout, malgré ma situation matrimoniale.
Pourquoi avoir gardé le nom de son père et avoir tenu autant à ce qu'il figure partout sur mon état civil et qu'il soit même transmis à mes enfants? C'est parce que c'est un nom qui avait besoin d'une grande lessive, et je me suis employée toute ma vie à faire cette lessive, dans le sens où c'est le nom de mon père qui était légionnaire tortionnaire, légionnaire qui est allé bien au-delà de son devoir de soldat, et qui a fait en sorte que parmi les piliers de l'éducation qu'il pouvait donner à ses deux enfants, c'était un qui devait prédominer, c'est-à-dire la haine de l'autre. Donc j'ai été élevée dans la haine de l'autre, et donc ce nom-là, il fallait faire quelque chose de ma vie pour pouvoir le rendre beau, et qu'il perde justement tout ce côté sanguinaire, discriminatoire, raciste, etc. C'est un livre donc qui va m'aider à faire ce travail-là. Donc La petite fille de Mostaganem, qui est publié chez l'Harmattan, et qui en plus a eu le bonheur, en ce qui me concerne, d'être préfacé par Henri Alleg. Mais j'expliquerai tout à l'heure un peu cette histoire qui fait que Henri Alleg a mis sa plume ici sur cette petite fille qu'on voit ici sur la plage Sablette à Mostaganem. La guerre d'Algérie, c'est quelque chose qui est complètement inhérent dans ma vie. C'est vraiment du quotidien. Pourquoi ? Parce que, sans être témoin direct, j'ai quand même passé ces années-là enfant, que ce soit à Mostaganem, que ce soit à Arzeu, que ce soit à Djidjel, que ce soit à Saïda, tout ce qui est dans le lieu de l'Oranais. Et je la découvre parce que à 8-9 ans, je trouve dans une armoire de chez mes parents une boîte à chaussures dans laquelle il y a des photos qui montrent les scènes de torture auxquelles mon père a activement participé. C'est un drame pour une petite fille, d'autant plus qu'à l'époque on n'a pas les outils pour comprendre ce qui se passe, ce que j'ai aujourd'hui moi et que je n'avais pas à cette époque-là. Donc c'est une blessure, et c'est une blessure qui se cicatrise en mars 2002 quand je rencontre 3-4 personnes importantes, et parmi elles Jean-Luc Einaudi et Henri Alleg, qui vont m'encourager à écrire mon histoire, et c'est ce que je fais. Et on peut dire que depuis mars 2002, qui correspond au 40e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, c'est une histoire qui, à mon avis, devait être close, puisque j'avais réussi à l'écrire, non pas sous forme de témoignage direct parce que c'était trop difficile, mais sous forme de roman autobiographique avec, on va dire, peut-être tout petit pourcentage de fiction, mais tout le reste correspond à mon